Puis, tu vas faire quoi? Ben, j'ai dit, on va faire du cidre. Ben, Michel, il dit, ça se vend plus du cidre au Québec, c'est terminé. L'époque a été passée dans les années 70, puis là, tu veux... Oui, j'ai dit... Alors, je me suis dit, ben, c'est ça que je dois faire. Puis j'ai commencé carrément dans le garage. On s'entend, là, c'est un garage avec une grande porte 8 par 10 qu'on rouvre. Et puis mes barils étaient dans le fond, mon petit comptoir de vente. Puis là, mon entourage qui était autour de moi me disait, ben, il passe pas personne dans le rang ici. Là. Le cidre, c'est... les gens avaient un esprit ultra négatif. Et à cette époque-là, Facebook n'est pas trop populaire. Zéro, il n'y avait pas de Facebook, on s'entend? Donc, puis tu sais, moi, je me donne des objectifs. Pour commencer, je me suis dit, ben, je vais essayer de vendre 100 bouteilles de cidre par mois. Raisonnable. C'est raisonnable, tu sais. Après 6 mois, j'avais même pas vendu 50 bouteilles de cidre. Oh! Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission L'École du succès où, à chaque semaine, on accueille des personnalités inspirantes de par leur parcours, leur message ou leur vécu. Et cette semaine, on ne fait pas exception à la règle alors que je m'assois avec le vigneron Michel Jaudoin. Michel, ça va bien? Ça va bien? Merci énormément de venir nous rencontrer. Ça me fait plaisir. De sortir du verger. Oui. Parce que c'est une période occupée pour vous présentement. Bien, en ce moment, c'est la grosse récolte de la pomme au Québec. Hein. C'est pas juste ma région, mais c'est toute la province au complet qui sont en train de cueillir des pommes. Et c'est débuté depuis environ 5 jours minimum, à peu près. Merci énormément, en tout cas, de vous arrêter à l'École du succès. Je l'apprécie énormément et je sais que vous allez retrouver énormément de valeur dans cet entretien-là parce que moi, j'ai lu le vécu de cet homme-là. Écoute, Michel, 4e génération de pommiculteurs. Oui. Un pionnier au Québec en... Comment on appelle ça? La cidrerie? Cidriculteur. Cidriculteur. Oui, cidriculture. Marathonien assez intense. Oui. Ultra-marathonien. Oui. On va en parler. Et comment est-ce que vous définissez aujourd'hui? Avec tous ces chapeaux-là, vous semblez tellement être un homme de défi incroyable. Aujourd'hui, vous vous définissez comment, vous? Bon, aujourd'hui, je me définis comme quelqu'un un peu, je te dirais, pas un peu, je suis vraiment comme un chef d'orchestre. Tu sais, j'aime bien aller faire... Tu sais, pour moi, c'est fondamental. Tous les matins, je suis à la cidrerie avant les employés, toujours. Et ça, c'est à quelle heure, pour donner? 8h moins quart, 7h30. Je vais prendre mon café avec certains membres qui travaillent avec moi, tu sais, ceux qui aiment le café, de toute façon. Et puis, c'est sûr, je m'implique beaucoup. J'aime bien voir comment ça se passe dans l'entreprise. Donc, vous êtes encore impliqué au quotidien. Vous aimez... À 100%. Garder ce lien. C'est une passion, ce lien que vous C'est vraiment une passion. Là. J'aime mon métier. Là. J'ai toujours dit que j'ai le plus beau métier du monde. Parce que, ce qui me plaît, c'est que je contrôle pas mal tout ce que je fais chez moi. Tu sais, j'ai mes vergers. C'est 100% de la récolte des pommes qui va être utilisée pour la fabrication des cidres et spiritueux, entre autres le brandy. Et j'entrepose mes pommes, je vais m'occuper du pressage de pommes, de la fermentation, de la mise en marché, je fais tout de A à Z. Ça, c'est impressionnant. Est-ce que c'est commun? Non, c'est plutôt rare. Wow, c'est impressionnant. C'est plutôt rare mondial, si on veut. Là. Vraiment, hein? Oui, parce que, c'est pas tout le monde qui veut, premièrement, être... On peut pas, tu sais, il y a des gens qui ont de la difficulté à être dans la pomme, puis aussi, mais ils sont très bons au niveau de la production. En ce qui me concerne, mon ADN est à Rougemont à 100%. Là. J'ai toujours été... Je connais juste ça, la pomme. Fait que je la connais par cœur, la pomme. Hein? Tu sais, je la regarde, je peux te dire, c'est peut-être le moment de l'accueillir, celle-là, puis... je croque dedans, puis ça va au numéro 1. Là, donc, ramenons, pour les gens qui ont peut-être jamais entendu parler de Michel Jaudoin, on a beaucoup de gens qui nous regardent en Europe aussi, depuis 1901. Donc, quand on parle de 4e génération, déjà, c'est très rare. Mais lorsqu'en 1980, vous décidez d'acheter le verger de votre père, exact. Et que vous avez cette idée-là qu'on pourrait considérer à cette époque-là un peu folle, oui. De faire un changement drastique, de dire le cidre artisanal,
Il y a de l'avenir là-dedans. Comment est-ce que les gens réagissent dans ton entourage? Parce que ça a été un peu le début. Aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de personnes qui visitent le verger, la cidrerie. Mais à cette époque-là, ramenez-nous un peu à cette folie-là. On va retourner en 80. Bon, j'achète le verger, tu sais, et puis il y avait 2 microbrasseries qui commençaient à l'époque. Et puis 2-3 vignobles au Québec. Puis questionnement, je me suis dit, mais pourquoi pas d'ici, tu sais. Mais quand j'ai acheté le verger, parce que je vais revenir en arrière, c'est très important cette partie-là, parce que mon père a toujours vendu ses pommes dans le bas du fleuve. OK. 1 ou 2 fois par semaine. Il allait livrer à Montjoly, puis il y avait un distributeur qui s'occupait de faire la basse. Donc, pour que les gens comprennent, en Europe, c'est à plusieurs heures de Rougemont. Plusieurs heures de Rougemont. C'est une grosse journée, ils se rendent là finalement. Et il ne voulait pas de compétition, fait que ça allait le plus loin possible. Okay. Quand j'ai acheté, il dit, tu vas continuer ça fonctionne super bien. 2 voyages. Je suis allé livrer 2 fois. Puis je lui ai dit, non, moi, j'embarque pas là-dedans. C'est trop loin. Là, il n'était pas trop content du... Ouais, mais tu vas pas... Non, j'ai dit... Changer la méthode de distribution et de vente, là, c'est... Et puis, mais tu vas faire quoi? Ben, j'ai dit, on va faire du cidre. Ben, tu sais, Michel, il dit... Ça se vend plus, du cidre au Québec, c'est terminé. L'époque a été passée dans les années 70, puis là, tu veux... Oui, j'ai dit... Alors, je me suis dit, ben, c'est ça que je dois faire. Puis j'ai commencé carrément dans le garage. On s'entend, là, c'est un garage avec une grande porte 8 par 10 qu'on rouvre. Et puis, mes barils étaient dans le fond, mon petit comptoir de vente. Puis là, mon entourage qui était autour de moi me disait, ben, il passe pas personne dans le rang ici. Là. Le cidre, c'est... Tu sais, les gens avaient un esprit ultra négatif. Et à cette époque-là, Facebook n'est pas trop populaire. Zéro, il n'y avait pas de Facebook, on s'entend? Donc, puis tu sais, moi, je me donne des objectifs. Pour commencer, je me suis dit, ben, je vais essayer de vendre 100 bouteilles de cidre par mois. Raisonnable. C'est raisonnable, tu sais. Après 6 mois, j'avais même pas vendu 50 bouteilles de cidre. Oh. Et puis là, je voyais mon père qui me disait, ouais, mais tu sais, on n'a pas d'argent là-dedans, je pense que ça va aller nulle part. J'ai dit non, ça va aller de l'avant. Puis, Et à cette époque-là, je ne veux pas t'interrompre, mais est-ce que c'est par intuition? Est-ce que c'est l'œil entrepreneurial aussi de dire, j'ai l'impression, comme tu as mentionné, il y avait une microbrasserie, des vignobles. J'avais vraiment le goût d'essayer d'autres choses. Okay. Puis le cidre, pour moi, ça me parlait. Je me suis dit, OK, je pense qu'on est capable de faire des bonnes choses au Québec. Ouais. Et puis ça, je pense que les Français vont bien aimer ce que je vais dire parce que je suis parti en France, puis je suis allé voir comment ça se passait. Et puis, je me suis ramassé en Champagne. Puis, j'ai rencontré le docteur Mollier, qui est à l'Institut d'œnologie de la Champagne, qui est un spécialiste de la méthode traditionnelle. Et là, je me suis dit, c'est ça que je vais faire. C'est carrément ça. Je vais faire des choses qui sont vraiment un peu plus haut de gamme, une belle bulle, un bon produit, puis de la patience pour arriver au bout de ça, ça devrait aller. Puis, je suis parti avec cette idée-là. Puis je me suis dit, et puis ce qui m'avait encouragé, c'est que le chercheur, il me dit, je trouve ça tellement génial ton idée, parce que on a déjà proposé de faire la méthode traditionnelle avec les cidres français, le cidre bouché. Puis il dit, ça peut fonctionner, mais qu'un Québécois qui a atterri chez nous, puis qui me dit qu'il veut faire du cidre méthode traditionnelle, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Wow! Il m'a vraiment initié aux bulles. Je suis allé plusieurs fois, parce que, bien évidemment, on ne peut pas tout assimiler, toute la matière, il y en a trop. Alors, je suis allé plusieurs fois, beaucoup de fois, en fait, là, parce qu'on ne les suit pas trop du premier coup. Et puis là, j'ai commencé à faire les cidres sur la méthode traditionnelle. J'ai gardé un seul produit que mon père, mon grand-père, puis mon arrière-grand-père ont fait. C'est un cidre non effervescent à 12 % d'alcool. Ça, j'ai gardé la recette originale de la famille. Okay. C'est le seul produit que j'ai gardé l'authenticité chez moi. Oui, il y a des variétés de pommes qui ont changé en cours de route, mais finalement, j'ai gardé ce produit-là. Donc, je me suis lancé dans la méthode traditionnelle. Puis, il n'y en a pas beaucoup qui en font de la méthode traditionnelle avec les cidres. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Très peu. Très peu. Il y a l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac qui fait encore un peu de méthode traditionnelle, mais on peut les compter sur les 10 doigts de la main. Donc, les débuts ne sont pas fracassants. Vous lancez là-dedans, vous avez le goût de quelque chose de nouveau. Ouais. Vous formez, donc vous avez l'humilité d'aller vous former auprès des meilleurs. Ils vous accueillent à bras ouverts. Oui. Est-ce qu'il y a eu un moment où là, finalement, tu t'es dit, bon, ben tout ça est en train de payer cette vision-là? Pas financièrement, mais
tu as un momentum, un rythme qui est en train de s'installer dans la business qui te donne un bon goût, justement, de dire, je pense que mon intuition va payer. Je le savais un peu parce que je faisais goûter mes produits puis disais « Wow! » Et là, ça me motivait. Je peux te le dire que ça me motivait. Fait que j'ai fait un focus dans ma vie, là. J'ai arrêté d'écouter les gens qui me parlaient, qui me disaient que ça pourrait pas se vendre, ça va être difficile. J'ai vraiment, tu sais, j'ai pris une direction. Parce que quand on a un rêve, j'ai l'impression qu'il y en a toujours des gens qui ont une opinion pour nous dire que ça fonctionnera pas. Même mon père. Ouais, des fois, c'est le plus difficile. Notre propre famille, quand on a un rêve, comment est-ce que toi, tu gérais ça à cette époque-là? Est-ce que c'était... Ben j'écoutais, mais je vais te dire, j'ai toujours... tu sais, mes amis, écoute, non, ça se boit pas du tout, donc c'est pas bon, ça. Là. Puis mon père, puis la famille, puis... T'entends de tout? De tout. Mais je me suis dit, non, pas vrai, ça. Moi, je continue, puis focus. J'ai jamais dérogé de cette partie-là, même encore aujourd'hui. Vraiment, hein? Oui, parce que c'est tellement facile d'aller à gauche puis d'aller à droite. Ça vous venait de où, cette résilience-là ou ce mental-là? Parce que souvent, on va voir des entrepreneurs qui vont se laisser décourager, justement, surtout au démarrage. Tu sais, mon père m'a dit que ça ne fonctionnerait pas, ou... Bien, sais-tu qu'est-ce qui m'a motivé vraiment à un certain moment donné? C'est quand j'ai vu que... Bon, il y a eu des articles dans les journaux qui invitaient les gens à venir nous voir. Je n'avais jamais fait une conférence de presse de ma vie. J'ai fait une conférence de presse. Je connaissais absolument rien là-dedans. Il y avait plein de monde. Je me suis dit, wow, c'est le fun, là, tu sais. Mais, tu sais, alors là, ça s'est fait du bouche à oreille. Puis, j'ai demandé à ma mère qui était à la maison, elle était une très bonne vendeuse. Je vais te dire, là, elle était bonne. Elle a dit, écoute, va cueillir tes pommes, va m'occuper de la boutique. Fait que c'est comme intégré dans le garage, hein, parce qu'on est toujours dans le garage. Dans le garage. Et puis, ça commençait un petit peu, bouche à oreille, tati, tata. Puis, tu sais, suite à un article qu'il y a eu dans un quotidien très populaire, il y a eu 400 personnes qui ont passé dans les semaines qui ont suivi. Oh. Mes 400 bouteilles de cidre, moi, je les ai vendues, là. Facile, en plus, là. Et là, là, c'est sûr que j'ai commencé à investir un peu plus. Hein. Et puis là, toute la même gang qui me disait, on n'a pas d'argent là-dedans. Non, je continue, puis j'ai jamais dérogé de ma vision en avant. Jamais. Donc là, on est rendu 5e génération. Donc, tu as fait une transmission d'entreprise à tes enfants. Qu'est-ce qui explique le succès après autant d'années, selon toi, de cette... C'est mon équipe. C'est l'équipe? L'équipe. Certaines des qualités, Moi, certaines des choses que tu crois qui expliquent le succès. L'équipe, numéro 1. Tu sais, il y a Michel Jodoin, mais il y a tous les gens en arrière qui travaillent pour moi aussi. Puis, moi, je lève mon chapeau parce que impossible de faire... Un entrepreneur ne peut pas tout faire, c'est impossible. Ouais. Sinon, tu vas te planter, selon moi. Mais de voir mon équipe, elle est formidable. Je me suis entouré de gens de qualité. Et puis, il faut avoir du plaisir à faire ce qu'on fait. Il ne faut pas que ça devienne une corvée. Et on a vraiment du plaisir à faire ce qu'on fait. Même dans les moments difficiles. Même dans les moments difficiles. Ouais. On a toujours trouvé des solutions. Oui, c'est vrai qu'il y a des moments où tu te dis, OK, c'est pas facile aujourd'hui, là. Mais on a toujours trouvé des solutions. Puis on s'est dit, bon, tu sais, on le fait en équipe. Donc, pour moi, travailler en équipe, c'est vraiment important. Donc, quel genre de, par exemple, concrètement, ça se traduit comment? Est-ce que c'est dans tes valeurs, dans ta façon de respecter les gens qui travaillent pour toi? C'est vraiment parce que, tu sais, je suis pas un gars de bureau. Je suis un gars de plancher. J'aime ça aller voir ce qui se passe. Puis je regarde, puis comment ça va, ta machine, tu la comprends. Parce que là, aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, l'informatique est rentrée dans tous les équipements de production. Et là, je suis dépassé, là. Bon, je trippe de voir qu'ils s'en vont là-dedans, eux, puis bon... OK, aujourd'hui, ça va. Puis s'il y a un équipement qui ne va pas, mais on passe, l'usine est connectée avec les équipements, fait que c'est rendu loin, là. Mais j'ai vraiment une belle équipe, là. Donc, travail d'équipe, s'amuser. J'ai l'impression que dans ce que tu as dit aussi, il n'y a pas avoir peur d'innover ou de se réinventer. L'innovation, si on a amené la technologie, la recherche et le développement. Il faut toujours s'adapter les produits. On les adapte aussi. Tu sais, avec les années, mes produits ont changé un peu, de moins en moins de sucre. On est en train de s'adapter aux milléniaux actuellement, qui est vraiment important. Là. On sait qu'est-ce qu'ils consomment, on sait ce qu'ils veulent. Tu as intérêt à t'arrimer à ça parce que sinon, tu vas avoir de la difficulté. Moi, ma vision dans ces jeunes qui s'en viennent,
qui s'en viennent, il faut s'adapter. Puis c'est déjà enclenché. Tu sais, on a laissé tomber la bouteille de verre et la bouteille d'aluminium. Ils veulent tu sais, les autres, là, ils ont une conscience aussi environnementale. Donc, il faut vraiment faire un move là-dessus. Puis les gens plus âgés, bien, moins de sucre. Moins de sucre. Et vous disiez avant l'entrevue même que vous avez une personne à temps plein aux médias sociaux maintenant. Ne fait que ça. Ouais. Ne fait que ça. On a pris beaucoup de publicité dans les journaux. Mais ça, c'est fini, cette période-là, pour moi. C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a tellement d'entrepreneurs encore aujourd'hui qui rebutent les médias sociaux parce qu'ils disent que c'est une perte de temps, c'est du vent. Et leur excuse, c'est qu'ils disent, moi, j'ai un business traditionnel. Et on ne peut pas avoir plus traditionnel que la pomiculture ou le cidre. On pourrait penser que non, il faut que tu continues à la traditionnelle, dans les journaux, dans la radio. Et j'aime le fait qu'encore une fois, beaucoup d'écoute, de dire où est l'attention du marché, médias sociaux. On investit là-dedans. On investit, puis on prend beaucoup de publicité dans les réseaux sociaux. Et on voit la communication, tu sais, les jeunes, ils viennent, puis pour avoir le Wi-Fi, il faut l'avoir dans l'entreprise, pas à l'extérieur. Parce qu'ils vont aller s'asseoir sur les tables à pique-nique ou sur les tables, puis qu'est-ce qu'ils font? Bon, ben ils envoient des photos. Je suis à Rougemont actuellement avec Michel Jaudoin. On a visité l'entreprise et tic, c'est envoyé tout de suite à leurs amis. Donc, c'est très puissant. C'est très puissant. Et si tu restes dans la partie journaux, ben, ton entreprise va suivre, va continuer. Mais, tu sais, je crois qu'il ne faut jamais oublier qui nous a mis au monde. Ah, très bien dit. Donc, vous avez acquis de votre père, 4e génération. Vous venez de transmettre il y a quelques années à vos propres enfants, 5e génération. Je suis certain que les gens ont capté, là, 1901. Oui. Qu'est-ce qui fait une bonne transmission d'entreprise? Donc, vous en avez acquis une, vous l'avez maintenant transférée. Il y a tellement de repreneurs aujourd'hui qu'on voit que, surtout quand c'est des entreprises de famille, c'est difficile. Ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce que ça prend pour bien semer une transmission d'entreprise et perdurer avec le temps comme ça? Il faut connaître leurs forces aussi, aux enfants. Je crois que mon fils, c'est un gars de verger. C'est pas un gars de production. Mais dans le verger, il fait très bien ça, avec les travailleurs étrangers, pour la cueillette, la planification, c'est son travail. Donc, c'est son univers. Lui. Ma fille, elle est plus bureau, administration. Donc, une fois qu'on sait que les forces de chacun, il faut les alimenter, puis leur donner du jus pour qu'ils puissent continuer chacun à se développer sans qu'ils soient en compétition, les deux dans la même chose. Là. Moi, je pense que c'est un peu ça. Ça demande beaucoup de compréhension aussi de la part du père. Bien, parlons-en. Il doit une grosse portion de laisser aller parce qu'en fait, un peu comme votre père ne voulait pas que vous changiez. Et il faut que tu laisses aller. Ah oui, hein? Oui, il faut que tu laisses aller. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous avez un truc sur comment on fait pour laisser aller? C'est juste se mettre en retrait? Pas facile, ça. Là. Tu sais, des fois, je regarde et je me dis, ouais, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais il faut qu'il sache. Donc, je laisse faire les erreurs. Ouais. C'est important qu'ils fassent leur propre erreur aussi. Oui. Tu sais, pour moi, il y a une décision. Si je ne suis pas là et qu'il y a une décision à prendre, je veux qu'il en prenne une décision. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais il y a une décision qui doit être prise. Si c'est la bonne, si c'est la mauvaise qui a pris, bien, je vais l'encourager. Tu as bien fait de la prendre, mais la prochaine fois, peut-être tu devrais faire ça. Mais pas en prendre de décision. Là, Ou toujours revenir à toi. C'est dur pour eux de prendre le relais. Exactement. Ouais. Fait que donc, pour moi, ça, cette partie-là, là, c'est... Mais je lève mon chapeau à mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, quand ils ont passé ça Écoute, c'est impressionnant. Là. Puis je me dis des fois, ils ont dû avoir travaillé fort parce que mon grand-père a eu 14 enfants. Puis et je pense qu'il y en avait 10 qui étaient dans les pommes. Fait qu'imagine tout le travail. Mais mon père, je pense qu'il a bien fait ça. Il m'a laissé aller. Il a argumenté pour le cidre. Il a vraiment argumenté. Mais sinon, mais je pense que ma mère était comment je pourrais dire ça? Elle était comme... elle palliait à ce que mon père peut-être disait. Tu sais. Elle disait, regarde, laisse-la aller, ça va super bien, ça roule son affaire. Puis elle dit, je le sais, je suis là. Puis ma mère s'est mise à jaser avec des clients. Encore aujourd'hui, il y a des clients qui viennent nous voir. Hey, votre mère était en vie. Je dis, oui, elle est encore en pleine forme. Puis ah oui, hein? Elle vient voir de temps en temps quand c'était un vieux client qui vient parce qu'il y a comme une continuité qui se fait. On sous-estime souvent à quel point les femmes, déjà à cette époque-là, jouent un rôle monumental en arrière-scène, en silence souvent.
Souvent. Puis je dirais que ma mère, elle était vraiment dans cette génération où, mais que je crois qu'elle avait des qualités exceptionnelles là, pour la vente. Vraiment, ça a été pour moi... Fascinant. Avant de passer à un autre aspect de ton parcours, Michel, qui me fascine littéralement, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Donc, maintenant, 5e génération, est-ce que c'est le fait que c'est encore en vie, que ça prospère, que ça grandit? Tu regardes ça aujourd'hui et tu dis... Oui, mais moi, ma fierté, c'est la transition, la continuité. Ça continue très bien en ce moment. C'est sûr que c'est beaucoup plus gros que c'était au début, hein, on s'entend. Mais de voir que tout fonctionne bien, que on a quand même acquis quelques vergers depuis cette période-là. Puis c'est quand même, c'est presque 36-40 hectares de vergers en pleine production, donc ça demande beaucoup de travail, mais ça fonctionne super bien. La crédibilité des produits, parce qu'on est quand même connu pour des produits qui sont vraiment ça accroche, là. L'expression québécoise. Ça accroche. Nickel. Des produits nickel chrome. C'est ça. Donc, des fois, on va en France, on va prendre un bon vin, puis là, tu dis, mais j'aimerais ça revoir ce vin-là, mais on l'a mémorisé, le goût. Oh, vraiment, hein? On le mémorise. Wow. Tu pourrais le regoûter 5 ans plus tard, tu dis, oui, c'est ça que j'avais goûté, c'est tellement bon. Donc, c'est important, je pense, d'avoir des produits de qualité. Un labo qui est capable de dire, OK, de toute façon, je déguste à tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Je prends mon verre de cidre. C'est dur le métier, hein? Mais, par contre, vous tenez en forme. C'est pas une recommandation d'en prendre à tous les jours si vous peut-être n'êtes pas aussi actif que Michel, mais blague à part, consommez-en à votre bon gré. Mais Michel, je disais d'entrée de jeu de l'entretien, marathonien, ultra-marathonien, donc juste pour faire certain que tout le monde comprend ici, le marathon des Sables, 250 km, 6 jours. Le marathon de Namibie, c'est bien ça? Namibi, 240 km. Antarctique. Tu as escaladé certains des plus grands sommets. L'Elbrus. Aconcagua, Argentine. Elbrus en Russie. Kilimanjaro. Oui. Moi, je dis tout le temps, c'est beau travailler, mais il faut parfois se faire plaisir et surtout de sortir de notre routine quotidienne. Et puis, être marathonnier, la première fois que je suis parti, là, j'ai pas fait très long. Là. Racontez cette partie-là parce que je trouve que c'est un des trucs qui... Souvent de gens, ils vont pas se mettre actifs, ils disent « Ah, je suis sédentaire, c'est trop difficile ». Votre première fois que vous avez couru? La première fois, là, je suis parti, j'ai fait 500 pieds. Comme d'habitude, on part à courir au maximum. Et là, j'ai viré de bord. J'ai vraiment viré de bord. Je suis retourné à la maison. Je dis, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire de courir là? Mais il y avait un coureur qui passait presque tous les jours. Puis je me disais, mon Dieu, comment il fait pour courir de même? Et puis, je dis, non, je vais recommencer. Fait que le lendemain, j'ai fait un peu plus long. Puis de jour en jour, mon trajet s'allongeait. Je me suis dit, wow. Puis là, je me sentais vraiment bien. Puis c'est devenu un besoin. Vraiment, c'est devenu un besoin. Je finissais ma journée, j'allais courir. J'avais un trou dans la journée, j'allais courir. Wow. Et ça a été comme ça pendant plusieurs années. Ça doit faire au moins une douzaine d'années, sinon plus. Et puis, après ça, je me suis inscrit dans une clinique parce que je voulais savoir, j'avais besoin d'être conseillé un peu parce qu'on court tout croche, hein, on est bon. Hein. Et puis là, ça a été, marathon, puis ultramarathon. Mais quand je peux vous dire une chose, là, sur le marathon des Sables, celui-là, là, je l'avais ciblé parce que c'était la course mythique. Beaucoup de Français font le marathon des Sables, énormément. Et là, je me dis, dans quoi que je me suis embarqué? Entre 41,6 km ou 42,6, je ne sais pas, un marathon, c'est... km. Et 250 km dans le désert. 5 jours. J'ai jamais réfléchi autant que ça. Pendant la course? Pendant la course. J'ai vu ma vie passer, je pense. Parce que je me disais, hey, là, qu'est-ce que je fais ici, là? Puis, la deuxième journée, ça va mieux. Puis là, je me suis mis à réfléchir à... Là, c'est fou tout ce qu'on peut penser, parce qu'à un moment donné, tu réfléchis, là, t'as pas de choix, là. À un moment donné, t'es dans le sable, t'es dans les dunes de Merguza, là, écoute, il y a du sable jusqu'aux genoux, puis tu te dis, hey. Aïe. Ouais.
Focus. Je reviens toujours. J'ai vraiment appris, je dis, on va réussir, on va réussir. Est-ce que c'est une des stratégies, parce qu'on en parlait avant l'entrevue, ça prend un mental d'acier. Ça prend un mental. Quand même. Est-ce qu'on développe un mental comme ça? Donc, par exemple, est-ce que lorsque vous courez, ça vous arrive de ressentir des douleurs? Des fois, on entend des marathoniens dire « j'ai frappé mon mur » ou je frappe un plateau. Qu'est-ce que vous faites quand que vous vous sentez peut-être perdre le focus ou en douleur à un point tel que tu te dis « qu'est-ce que je fais ici? » C'est ça. Ça arrive-tu? Est-ce que ça vous est arrivé? Ça m'est arrivé, mais pas souvent. Non. Mais mettons que l'exemple du Marathon des Sables, à la 3e sortie, qui est la longue sortie, qui est un 84-85 km, j'essaie de trouver quelqu'un qui va courir avec moi ou que je vais courir avec lui. Ou se regrouper 3-4 ensemble, puis là, on va jaser. On parle. On parle beaucoup. Puis souvent, c'est des étrangers, ça vient de partout sur la planète. Fait que là, tu t'entretiens une communication, puis le temps passe plus vite. Puis vous occupez votre esprit pendant ce temps-là. Exactement. C'est une bonne idée. Et on jase entre nous autres, puis on va réussir, on s'encourage. Ah bon, on a déjà un checkpoint de passé. OK, on s'en va au suivant. Fait que tu t'encourages un peu là-dedans. Moi, j'ai trouvé que ça m'avait été vraiment, ça m'avait vraiment aidé, là, de s'entourer de personnes qui partagent la même passion, en fait, là. Et puis là, ben, tu parles de course, tu parles du travail, qu'est-ce que tu fais, puis c'est fou les gens qu'on va rencontrer, là, hein? Parce que ce que j'aime de la course à pied, il n'y a pas de statut social. Tu peux souvent avoir un avocat à côté qu'un médecin, puis tout le monde court pour la même cause, là. Fait que c'est vraiment le fun, cette partie-là. C'est très vrai. Il n'y a pas de statut social. C'est comme, tu peux souffrir, comme autant lui, il peut souffrir aussi. Mais le fait de souffrir ensemble, je trouve que c'est... Écoute, je l'ai fait une deuxième fois pour être sûr si j'avais bien compris la première fois. Mais la deuxième fois, j'ai vraiment bien compris. Oh my God! Ouais, ça a été... Puis, tu sais, la course à pied, c'est tu rencontres des amis aussi, tu te fais des amis. Fait qu'on a fait beaucoup de voyages. Donc, c'est pas seulement pour le dépassement de soi. Je comprends que c'est une véritable passion aussi. Ouais. C'est une façon de gérer votre stress aussi à cette époque-là. Mais, moi, je trouve que la course à pied, ça m'a... Tu as fini ta journée, tu t'en vas comme évacuer un peu. Donc, tu as juste besoin d'une paire de running, puis tu te pisses ça dans les pieds, puis tu pars. C'est pas compliqué, la course à pied. Je trouve ça vraiment le fun, cette partie-là. Et puis, bon, pourquoi des ultras, puis pourquoi des longues distances? Défi. Je suis un gars de défi. Ça, je dois l'avouer, là. Ça, là-dessus, c'est un incontournable. Je suis vraiment un gars de défi. Là. J'adore les défis. Tu sais, j'en ai un là, qui me trotte dans la tête. Là. Éventuellement, ça va se faire. Là. Ah oui? Ouais. C'est un secret ou? Non, pas du tout. La Pacific Crest Trail. Et ça, c'est combien? C'est quoi la distance? On part du Mexique jusqu'à la frontière canadienne. Et voilà. Et en passant, on encourage tout le monde à aller prendre une marche aujourd'hui. Oui, c'est ça. Commencez au moins avec cela. Commencer, c'est ça. C'est comme une... C'est important, cette notion de défi-là. Chez plusieurs intervenantes qu'on a rencontrés, ils semblent toujours avoir la notion du défi personnel ou professionnel au cœur de leur démarche. Pour moi, c'est vraiment important. Puis j'en connais des entrepreneurs, puis c'est la même chose. Là. Il y en a qui vont se passionner sur le vélo. D'autres, c'est la peinture, c'est plein de trucs. L'important, c'est d'avoir quelque chose qui t'alimente. Ouais. Puis tu dis, bon, j'ai fini ma journée, là, je vais juste... Je déphase, là, puis je m'en vais faire quelque chose qui me plaît. Et tout entrepreneur a besoin je crois, d'avoir une passion dans quelque chose aussi. Mais... Est-ce que ce parcours-là entrepreneurial est venu avec quelques regrets ou est-ce qu'il y a des choses que, en regardant votre parcours, vous dites c'est peut-être cet aspect-là, je le ferais différemment ou... Je ne l'ai pas eu facile au début, là. Ah ouais. Les 6-7 premières années, je dois t'avouer que ça n'a pas été facile. Financièrement. Puis là, tu te dis, OK, il faut faire attention. Mais j'ai quand même eu des banquiers, on va dire, qui m'ont... Bon, il y avait un peu de coaching qui se faisait en arrière. Okay. C'est sûr qu'ils me disaient de faire attention. Bon, les chiffres ne sont pas bons. C'est tout le temps même la même chanson qui vont... Et puis... non, je crois que ça... Comme c'était des moments difficiles. Puis l'entourage aussi, qui était un peu l'aspect négatif, là, que ce soit des amis ou la famille ou...
n'importe qui, des gens qui disaient, il va se planter avec ça, lui-là, c'est clair. Là. À ce moment-là, est-ce que vous avez des mentors? Aujourd'hui, on parle des coachs et mentors. Avez-vous des mentors à l'époque où les gens que vous allez visiter en France sont des inspirations? Mais je pense vous prenez votre essence à cette je pense que les mentors, c'est l'alimentation de mes clients qui me donnent boire. Ah oui, hein? Qui me disaient, vous faites des bons produits. On est heureux, c'est bon ce que vous faites, on peut-tu amener des amis? C'est vraiment ma clientèle qui m'a vraiment alimenté. Puis encore aujourd'hui, quand on me demande de signer la bouteille, je trouve ça le fun. Là. Puis j'en ai jamais autant signé que ça depuis quelques années, j'avoue que... Avec une photo pour les réseaux sociaux. Oui, une photo pour les réseaux sociaux. Je trouve ça le fun, là, tu sais. Bon, c'est des bouteilles qui s'envoient un peu partout sur la planète, fait que tu te dis, ouais, c'est le fun, tu sais, dans le fond, ton nom est sur la bouteille, puis il veut que je signe la bouteille, puis bon, j'accepte la photo. Chez moi, ils savent. S'il y a un client qui vient me chercher, ouais. je dois compter, j'ai besoin d'avoir le contact de ma clientèle. Parce que souvent, les entrepreneurs sont comme cachés dans les bureaux administratifs, mais être sur le plancher avec sa clientèle, je pense que c'est vraiment important. Pour moi, c'est ça qui m'alimente. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs, sans faire la morale à personne, mais c'est vrai qu'on voit souvent des entrepreneurs qui sont déconnectés de leur marché parce qu'ils ne vont plus sur le terrain pour lequel vous êtes tellement passionné. Est-ce que avec cette expérience entrepreneuriale, vous pouvez voir souvent... par exemple, ils ne se donnent pas assez le temps, sont impatients. Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez aujourd'hui dans Fibre entrepreneuriale ou les porteurs de projets que c'est peut-être un peu des petites erreurs de parcours qui peuvent nuire à leur projet? Il faut aller voir où est distribué notre produit. Hein. Moi, je vais dans des marchés d'alimentation, je vais à la SAQ. Donc, allez voir aussi parfois, où je est prends distribué le une produit. journée ou deux juste pour aller voir comment ça va se passer. Ah oui, hein? Ah oui. Oui, j'aime voir où les bouteilles sont positionnées dans mon cas, moi. J'aime bien voir aussi à la SAQ pourquoi la bouteille est rendue en bas. Là. Bon, je vais faire un petit coup de téléphone, tu sais. Ah oui, hein? Oui, faut comme... C'est important de... Faut être à ses affaires. Faut garder le lien avec notre produit, là. Garder le lien avec le produit, j'aime ça. C'est vraiment beau, ça. Garder le lien avec le client, garder le lien avec le produit. C'est ça. Souvent, il y a des entrepreneurs qui se distancent de ça, puis ils disent, allez-y, faites le travail. Mais ça peut être bon, là. Mais je suis pas sûr. Ouais. Je suis pas sûr. Et est-ce que du côté, on parlait tantôt de la force du mental, est-ce que côté du mental, des fois, on voit des petites choses qu'on... Bien, c'est sûr, tu sais, des fois, je me dis, bon, c'est pas correct, il faudrait peut-être régler cette situation-là, mais ça me gosse un peu, là. Ça m'achale. Alors, on va en parler, tu sais, je vais rencontrer ma gang, puis on va se parler de ça. Bon, pourquoi c'est comme ça, là? Bien, des fois, ils ont des bons arguments aussi, là. Genre, oui, que je comprends, tu as raison, tu sais, je l'avais pas vu comme ça. Il faut être à l'écoute aussi de notre personnel, de nos travailleurs. C'est des gens qui travaillent très fort dans l'entreprise, mais je m'organise vraiment pour être à l'écoute de ce qu'ils vont me dire aussi. Ouais. C'est important. Je veux dire, on est une famille. Là. Ouais. Pour moi, mon entreprise, c'est une famille. Ça bouge là-dedans. Là. Il y a de l'action. Là. Ouais. Alors, écoutez, il y a tellement de clés incroyables que vous nous avez partagées aujourd'hui. Là, on a le travail d'équipe, okay? On a l'écoute, la communication, l'humilité de laisser aller, laisser la place, laisser les gens qui nous entourent faire des erreurs, garder le lien avec le client, garder le lien avec le produit, pas avoir peur d'apprendre. Votre apprentissage, encore une fois, que vous allez faire. Encore, hein? Est-ce qu'il y a d'autres choses que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont entrepreneurs, porteurs de projets, que vous vous dites, ça c'est en anglais, on dit « it's money in the bank ». Tu peux prendre cette qualité-là et la compétence et tu vas aller loin en affaires ou dans la vie si tu maintiens le cap sur ces qualités-là. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui expliquent peut-être votre succès ou l'impact ou le rayonnement que vous avez eu? Tu sais, si j'avais un message à passer, là, c'est vraiment de rester dans une seule et unique direction. Dans un monde de distraction, dans lequel on vit des droite que j'ai mentionné au début, c'est très facile de faire un petit virage à gauche, puis de revenir à droite, mais il y a une expression que je dis de temps en temps, parfois, je dis, bon, moi, je suis quelqu'un qui prend le train. Aidons la satisfaction de prendre le train et d'aller jusqu'au bout. Peut-être qu'au bout, ça ne marchera peut-être pas, mais peut-être aussi ça va marcher. Mais d'être assis de le regarder passer, c'est une erreur. Vis l'expérience. Michel Jaudoin, ça a été un méga plaisir. Merci pour ton humilité. Merci. Merci pour ton parcours extrêmement inspirant.
Pour les gens qui nous écoutent, s'ils veulent vous rejoindre, donc la famille Jodoin, où est-ce que c'est sur Internet? Est-ce qu'il y a un site Internet, Il y a un des médias site web, sociaux? il y a tout ce qu'il faut, les réseaux sociaux. On va tout mettre ça sous l'entrevue. Donc, Rougemont, c'est le pays des pommes. Pas très loin de Montréal. Et, ça a combien de temps de Montréal? 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes. Fait que c'est facile de venir nous voir. Puis je vous invite, c'est le temps des pommes. Oui, exactement. Donc, peu importe quand vous surveillez ça, évidemment, je suis certain qu'il y a des produits sur Internet, mais si vous arrivez septembre, automne et que vous voyez ça dans cette période-là, gênez-vous pas pour faire un détour à Rougemont, le pays des pommes. Merci beaucoup, Michel. Merci. Alors, j'espère que vous avez retrouvé énormément de valeur, autant que moi. J'espère que vous étiez à vos feuilles, à prendre des notes, porteur de projet, entrepreneur. Il y a eu beaucoup de sagesse et d'actions que l'on peut concrètement mettre dans nos projets, dans notre entreprise. Je suis curieux de voir quelles leçons, quelles pépites d'or vous a peut-être le plus rejoint. Écrivez-le dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos commentaires. Et sur ce, tant qu'à moi, eh bien, j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine émission de l'École du succès. Au revoir tout le monde.